One, two, three, fight! You win! Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Pétry, je suis architecte web chez Unity et je fais pas mal de PHP auparavant et je fais du .NET depuis à peu près un an. Donc ce qui m'a poussé à m'intéresser à .NET et à l'écosystème Microsoft en général, c'est le changement de cap assez radical qui a eu lieu chez Microsoft ces dernières années. En fait, on est passé d'une époque où Steve Ballmer, l'ancien CEO de Microsoft, disait que le Linux était un cancer. Donc à l'époque, c'était pas vraiment l'open source, la portabilité, c'était pas vraiment une de leurs priorités. Et en 2016, avec l'arrivée de Satya Nadella, les choses ont pas mal changé. On a vu fleurir des initiatives plutôt intéressantes, comme l'intégration de Bash et de Linux dans Windows 10. On a également vu l'émergence du Cloud Azure, des outils orientés Developer Experience comme VS Code. Et en 2016, ils ont refondu complètement le .NET Framework sous l'appellation .NET Core. Donc quand on s'intéresse à .NET Core, on va juste refaire un petit retour en arrière entre guillemets sur qu'est-ce que le .NET Framework. Donc .NET Framework, c'est un quadriciel édité par Microsoft qui permettait notamment de faire du web avec la partie ASP.NET. Donc intégrer 3 modules, MVC, Web API pour faire des API REST ou SOAP, et les webforms qui permettaient de faire des formulaires web en mode un peu WYSIWYG. Ça permettait aussi de faire du client lourd Windows avec WinForm et WPF. WPF, pour info, c'est ce qui faisait tourner Silverlight à l'époque, le concurrent de Flash. Xamarin pour faire du mobile. On peut utiliser 3 langages pour coder sur .NET Framework, donc C#, F#, qui est le pendant fonctionnel de C#, et Visual Basic. Donc il a un certain nombre d'avantages, on l'a vu, on peut cibler plusieurs types de terminaux on peut faire du mobile, du desktop et du web en utilisant le même framework et le même langage. C'est un framework qui a apparu au début des années 2000, donc il est assez mature et il a un écosystème qui est assez riche. Le socle MVC est plutôt bien pensé, ils ont un moteur de vue qui s'appelle Razor qui est vraiment bien ficelé. Et enfin, il est assez facile à prendre en main, il est bien documenté, C# est pas trop verbeux, enfin voilà, il y a pas la courbe d'apprentissage n'est pas violente. Par contre, donc on l'a vu, plusieurs terminaux ciblés, et ça voulait aussi dire plusieurs runtime, un runtime par type de terminaux. Et ça posait pas mal de problèmes de maintenance pour faire évoluer les différents runtime en fait, du côté de chez Microsoft. Il ne tournait que sous Windows, donc ça veut dire qu'il fallait passer par la case d'achat de licence pour faire tourner une application .NET. Le code est propriétaire, c'est un gros monolithe, c'est-à-dire que tout est compris dans le .NET Framework, et en gros pour faire un Hello World, on embarque en fait l'ensemble des librairies. C'est assez lourd au final. Et surtout, autre gros problème, il était complètement adhérent de l'OS, c'est-à-dire que le framework était installé sur Windows et que les développeurs en fait n'avaient pas la main pour faire des montées de version du framework. Enfin, c'était vraiment assez limité à ce niveau-là. Donc Microsoft était bien conscient de ces problématiques-là et c'est ce qui a motivé la refonte du .NET Framework sous l'appellation .NET Core. Concrètement, en fait, ils ont gardé un peu ce qui faisait la force de .NET Framework. Donc, ils ont gardé la partie web ASP. Par contre, ils ont fédéré un petit peu la partie API et la partie MVC dans le même module qui s'appelle ASP.NET Core MVC. Actuellement, toute la partie client lourd Windows n'a pas été portée. Par contre, on peut faire des applications pour le store Windows avec UWP ou pour l'HoloLens, la Xbox, ce genre de choses. Le framework en lui-même, il se décompose en 2 parties. Donc il y a CoreFX, qui est l'implémentation concrète du framework, donc on embarque les différentes assemblées, et CodeCLR, qui est le moteur d'exécution, et lui qui va embarquer le garbage collector, la compilation JIT et les types de base. Donc actuellement, il supporte C# et F#, et a priori prochainement Visual Basic. Concrètement, qu'est-ce que ça change? Donc, maintenant, .NET Core est devenu multiplateforme, c'est-à-dire qu'il tourne sur Windows, Linux et Mac. Et du coup, ça devient une norme ECMA 335. Il a été open sourcé sous licence MIT et l'ensemble des sources sont disponibles sur GitHub. Le déploiement devient plus flexible, c'est-à-dire que maintenant, on a 2 choix pour déployer une application .NET Core. Soit on utilise le framework installé sur la machine, soit on peut embarquer le framework directement dans son application en tant que dépendance. Il est modulaire, ils l'ont découpé en plusieurs petites briques. Chaque brique a son cycle de vie. Et on peut les récupérer, on peut récupérer la dépendance via NuGet. Donc NuGet, c'est le gestionnaire de paquets de .NET.
Vu que c'est multiplateforme, ils ont abonné les anciens outils. Donc maintenant, pour générer, pour faire du scaffolding, etc. Maintenant, on a une CLI qui permet de générer le projet, qui permet de le builder, de le publier, etc. Et ils ont pas mal orienté aussi, ils sont même partis sur une approche un petit peu microservice, ou quelque chose d'un peu plus léger. Et du coup, maintenant il est self-hosted, c'est-à-dire qu'il embarque un serveur web léger un serveur HTTP léger qui s'appelle Kestrel. Et en gros, concrètement, on prend une application .NET Core, on la lance et on peut y accéder sans mettre un Nginx ou autre en frontal. Une des promesses initiales aussi lors de leur fonte, c'était les performances. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, Microsoft, ils annoncent un gain de l'ordre d'un facteur 5. Et ils ont surtout travaillé sur toute l'empreinte mémoire du framework. Moi, ça fait 1 an que j'utilise .NET Core. Il y a pas mal de choses que j'aime bien dans le framework. Je faisais pas mal de Symfony avant. J'ai pas été trop dépaysé, j'ai pas eu de mal en fait à monter en compétence sur le framework, c'est bien documenté. Autre chose que j'ai bien apprécié aussi, c'est la gestion des environnements. Donc c'est-à-dire qu'on a des fichiers de configuration qui peuvent être surchargés avec des variables d'environnement. Enfin, c'est pratique pour gérer les différents types d'environnements. À l'inverse de .NET Framework, il y a une injection de dépendance qui est native. Et la grande majorité des librairies importantes de .NET Framework, enfin du moins des paquets, a été portée en .NET Core. Donc voilà, on a Identity Server qui permet de faire de l'authentification, de l'autorisation, SignalR qui permet de faire des applications réactives en utilisant des WebSockets, ML.NET qui est un framework de machine learning pour .NET Core, il y a Nest pour s'interfacer avec Elasticsearch, enfin, voilà, il y a pas mal de librairies qui sont disponibles. Un point que j'ai bien aimé, c'est la partie MVC, et notamment la partie Razor. Donc la partie Razor, c'est la partie vue. En fait, il y a pas mal de ce qu'on appelle des tag helpers qui permettent par exemple de binder un formulaire avec une action de contrôleur, de binder un champ de formulaire avec un modèle. On peut contrôler facilement ces modèles, on peut spécifier des types de contrôles avec des annotations, on peut créer des contrôles custom. Voilà, ça c'est plutôt bien fait. Autre avantage, c'est comme C# est fortement typé, on a l'autocomplétion dans les templates. Donc ça par exemple c'était pas le cas avec Twig en PHP, donc ça c'est plutôt intéressant. J'ai fait pas mal d'API REST aussi avec .NET Core, et là je trouve le tooling a vraiment été bien travaillé de ce côté-là. On peut contrôler ces modèles en entrée, si jamais il y a une erreur dans le payload, automatiquement il va envoyer une erreur 422. Ils ont mis tous les tags helpers pour gérer les codes de réponse HTTP. Pour la partie autorisation, ça c'est des annotations, en utilisant éventuellement Identity Server. On peut gérer les autorisations soit au niveau de l'action, soit au niveau du contrôleur. Enfin, c'est assez simple à mettre en œuvre, il n'y a pas vraiment de prise de tête à ce niveau-là. Quelque chose qui est très intéressant et qui est plus lié, on va dire, à C# qu'au framework en lui-même, c'est Link. En fait, Link, c'est un langage de requêtage qui permet de faire à peu près ce qu'on fait en SQL, mais sur des collections d'objets ou des collections de type scalaire. Typiquement, dans l'exemple, en fait, on a une liste d'entiers. On va lui demander d'aller requêter les nombres pairs dans la liste d'entiers. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur ce résultat-là, donc soit ressortir une liste, un tableau, compter le nombre d'éléments dans la liste, ce genre de choses. Concernant la couche d'accès aux données, on a 2 choix. Donc soit on peut utiliser l'ORM qui s'appelle Entity Framework. Donc là, ça permet de faire du code first, il peut générer les migrations de bases de données de façon autonome à partir du modèle. Et pour écrire la requête, en fait, c'est du Link. Link, c'est assez central en fait, dans le framework, c'est utilisé un peu partout. Donc on écrit les requêtes en Link, on peut faire des jointures, ce genre de choses, et ensuite c'est converti en SQL et mappé ensuite dans un objet. Le ORM en lui-même, il fonctionne plutôt bien, il est assez performant. Par contre, dès qu'on commence à sortir un peu du cadre, ça devient compliqué. Et moi, de manière générale, j'aime les ORM, je ne suis pas fan. Et en fait, on peut utiliser Adonet, en gros, qui est simplement une couche d'accès à la base de données, et Dapper, qui est un automapper. Et là, en fait, on peut écrire soi-même ses propres requêtes SQL. Et Dapper va mapper le résultat de la requête dans un objet. Autre point intéressant aussi, c'est l'implémentation du pattern async await. Donc la plupart du temps, les applications, là où perdent du temps, c'est souvent il y a perdre du temps à attendre. Donc soit attendre la réponse d'une base de données, soit attendre la réponse d'un appel HTTP. Eux, ils ont une approche assez simple. Simplement, il suffit de spécifier le mot-clé async sur une méthode, de faire un await sur une autre méthode async. Et en gros, pendant que donc là, typiquement, c'est un appel HTTP tout bête. Pendant que l'appel HTTP se fait, le process il est libéré, il peut prendre d'autres requêtes en simultané.
voilà, ça se fait de façon très simple. On peut aussi faire du pur asynchrone. Donc en gros, là, si on met pas le mot-clé await, la requête va partir, on n'attend pas le retour et en fait, on continue l'exécution. Donc actuellement, le framework il est en version 2.2. Il évolue assez vite et il prévoit de réaliser la version 3 courant du deuxième semestre de cette année. Point important prévu dans la version 3, c'est le support de WinForm et WPF, donc pour faire du client lourd sous Windows. Blazor, en gros l'idée c'est de faire des SPA avec Razor et C#. Ça se base sur WebAssembly et la partie communication entre le navigateur et le back va se faire avec des WebSockets et Signalair. Et enfin, ils continuent à travailler sur les performances et notamment ils vont activer par défaut la tiered compilation. L'idée en fait c'est de compiler 2 fois on va dire le code, une fois sans optimisation pour avoir un temps de compilation beaucoup plus court, c'est moins frustrant pour les développeurs, et une fois avec de l'optimisation, donc au moment du runtime pour optimiser on va dire la compilation. Donc on a juste effleuré la surface du framework. J'espère en tout cas que ça vous donnera envie d'y jeter un œil. Et je vous remercie de votre attention et je pense qu'on a un tout petit peu de temps pour les questions. Merci. Merci. À propos de l'écosystème de développement, c'est bon. On est toujours limité avec l'objet d'utiliser Visual Studio pour développer. Non. Alors en fait, tu peux toujours utiliser Visual Studio. Ils ont fait d'ailleurs une version gratuite qui fonctionne sous Mac ou sous Linux. Sinon, tu peux utiliser VS Code ou n'importe quel éditeur de texte en fait pour faire du C#. Et tu as aussi Rider. En fait, Rider c'est l'équivalent d'IntelliJ pour C#. Ouais, tu as plusieurs choix à ce niveau-là. Question. Merci.